Ici, CKIA-FM. Voici le signal horaire officiel de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Au début du trait prolongé, il sera exactement l'heure juste. L'heure juste, avec Samuel Labrec et Louise Petitgros. On m'entend pas. Ah, voilà. C'est quelqu'un qui avait joué avec la console avant que j'arrive. Donc, vous êtes bien à l'heure juste, l'émission de l'AREC sur les ondes de CKIA-FM. Et comme vous pouvez le voir, on est de retour en studio. Oui, c'est la bonne nouvelle de la semaine. On est de retour en studio. On est de retour en studio. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, on vient en studio puis on revient après ça un an après. Fait que j'oublie tout, moi, comment fonctionne la console. Heureusement qu'on a l'aide de CKIA et de Marlène là, pour faire en sorte qu'on ait une émission qui fonctionne, au moins. Après ça, on va voir si elle est de qualité, cette émission. Donc, bonjour Louise. Ça va bien? Samuel, oui, ça va bien. Et toi? Ben oui, à l'aube de la Troisième Guerre mondiale, on est le plus positif qu'on peut être. Ben oui. Justement, on va avoir une petite partie d'actualité aujourd'hui. Puis par la suite, dans le reste de l'émission, on va s'entretenir avec Lise Lapointe, présidente de l'AREC. On va parler de la tenue des États généraux sur les conditions de vie des aînés. Un événement qui promet d'être assez intéressant le 3 mai prochain, organisé par une coalition dont l'AREC fait partie. Donc, Mme Lapointe va venir nous en parler. Il y a eu une conférence de presse la semaine dernière. Donc, on va voir dans quel contexte la conférence de presse est tenue et comment qu'on est en marche vers ces fameux États généraux-là. Et par la suite, on va parler avec notre collègue Laurier, qui, on se rappelle, avait fait un sondage auprès des, on va dire, des jeunes membres de l'AREC, donc les gens qui ont pris leur retraite, je crois, dans les 5 dernières années, dans les 5 dernières années, pour justement aller voir qu'est-ce qui peut nous aider à favoriser la relève au sein de l'AREC, la relève de nos membres. Donc, ça risque d'être très intéressant. Il a comptabilisé beaucoup de données, plein de graphiques, je pense une trentaine de pages de sondage, donc beau travail de la part de Laurier. Donc, il va nous en parler un peu plus. Mais en actualité, comme je l'ai dit tantôt, il se passe de quoi d'assez important dans le monde, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 1945, je pense. Donc, une menace en Europe. Puis je pense que tu voulais nous parler d'un sujet par rapport à ça un peu. Oui, comme tu le dis, on ne peut pas passer à côté de ce conflit dramatique entre la Russie et l'Ukraine. Mais moi, en voyant les informations, puis en écoutant aussi, en voyant aussi les images de la guerre, je me suis intéressée à la situation des personnes âgées en temps de guerre. Comme tu peux sûrement le deviner, Samuel, les gens âgés sont particulièrement vulnérables dans ce contexte. Leurs conditions physiques les empêchent souvent de fuir. Et parfois, ils ne veulent pas fuir non plus parce qu'ils veulent protéger leurs biens, leur maison. Et parfois, on les abandonne carrément. On les appelle souvent les victimes oubliées des conflits. Et Amnesty International et Human Rights Watch se sont intéressés à la situation des gens âgés en zone de conflit. Ils ont produit des rapports. Et on y apprend que les gens âgés ne sont pas bien traités. Ils sont exposés à des risques élevés d'abus. On parle d'exécution sommaire, d'enlèvement, de viol, destruction de leur habitation et de leurs biens, privation de soins. On note aussi comme autre conséquence que les gens âgés sont souvent coupés de leurs enfants parce que leurs enfants sont partis à la guerre, parce qu'ils sont emprisonnés ou parce qu'ils sont en exil. Alors, dans les pays où les gens âgés dépendent de leurs enfants, où il n'y a pas de système de protection sociale, ils deviennent sans ressources. Alors, c'est des conséquences très, très graves. Il existe la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre qui date de 1949, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Et on prévoit dans cette convention une protection aux civils, notamment aux femmes et aux enfants, mais aussi aux personnes âgées. Donc, il y a différentes mesures. On prévoit pour eux des couloirs d'évacuation. On prévoit de l'assistance, de l'accès aux soins et autres mesures. Le problème, c'est que malgré ces dispositions, ces civils restent à la merci des groupes armés responsables d'actes de violence et de répression, car ces groupes ne font pas la différence entre les civils et les combattants, au mépris des conventions internationales. Bon. Voilà, c'est un petit topo, c'est pas trop réjouissant. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut toujours rappeler à nos députés fédéraux
que les pays signataires de ces conventions sont responsables de leur application. Le Canada a signé la Convention de Genève et il faut jamais perdre de vue là, les besoins des civils. On le voit aussi, c'est couvert aussi par l'actualité, mais c'est tellement dramatique, on se dit vraiment... Quelle horreur pour les populations civiles, puis pour les gens âgés, entre autres. Oui, puis on pense aux défis que ça représente pour les pays qui vont accueillir les réfugiés aussi. Oui. Donc, si on pense par exemple à la Pologne actuellement, qui doit desservir une population qui peut être jugée plus vulnérable, ça devient difficile. Si on se met dans un contexte québécois où rajoute-nous 1000 personnes aînées en perte d'autonomie dans notre système, on est fini. Donc, je connais pas le système polonais, mais ça doit être un défi assez majeur. Donc, j'espère que ça va aller pour le mieux. Étant entendu quand même que la Pologne manifeste beaucoup d'ouverture et que, bon, par rapport aux réfugiés syriens, c'était pas la même chose. On voit qu'il y a 2 poids, 2 mesures, mais ça, c'est une autre question. Non, là, effectivement. Mais... Ouais. J'imagine qu'on se rattache un peu plus à eux pour plein de raisons, ouais. Bon, malheureusement. Donc, c'est à voir, mais c'est effectivement très, très inquiétant, cette situation-là dans le monde. Puis, de manière connexe, en parallèle à ça, on semble oublier, mais il y a le rapport du GIEC qui est sorti hier, qui est catastrophique. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau rapport, il s'étonne de voir à quel point c'est plus accéléré qu'on pensait, les changements climatiques. Donc, il y a comme la menace fantôme des changements climatiques à travers tous ces conflits qu'on essaie de régler à la pièce. Ça aussi, ça m'inquiète un petit peu. J'ai un peu d'éco-anxiété, puis de troisième guerre anxiété. Oui, franchement, je ne sais pas ce que ça va nous prendre pour nous réveiller sur la question du climat, parce que ça se dégrade de plus en plus, et il y a des conséquences réelles, visibles pour à peu près toutes les populations. Fait que c'est un peu désespérant de voir l'économie passe toujours en premier, la lutte aux effets de serre, aux gaz à effet de serre en deuxième, pas du tout. C'est très inquiétant. Ça fait plusieurs fois que le GIEC sort des rapports alarmants. Puis, surtout que les grandes actions qu'on voit récemment, il y a les convois de camions pour la liberté à Ottawa. Ça produit énormément de CO2. Puis de l'autre côté, il y a des convois de tanks russes qui consomment pas de l'électricité. Donc, mine de rien, c'est toutes ces activités-là humaines, ça n'aide pas la cause. Là. Non, pas du tout. À suivre, on fera venir quelqu'un qui connaît bien la question à un moment donné à l'émission pour en parler. Oui, effectivement. De savoir est-ce qu'on peut s'en sortir. Moi, de mon côté, il y a eu quand même des actualités intéressantes, je dirais, du point de vue des dossiers de défense des droits des aînés. C'était le retour de la ministre responsable des aînés, qui, on se rappelle, avait quitté pour des raisons de santé dans les derniers mois. Elle est revenue juste à temps pour donner son témoignage, notamment lors de l'enquête de la coroner. Il y a aussi la commission actuellement sur la loi contre la maltraitance, donc qui est à suivre, que la REC suit de très près. Mais ce qui a été étonnant dans les dernières semaines, c'est les sorties publiques de la ministre responsable des aînés qui montre des dents par rapport à son propre gouvernement et par rapport à son propre ministère. Donc, d'une part, elle a peut-être échappé en chambre, en commission parlementaire, mais elle a souligné que son gouvernement aurait peut-être commis de l'âgisme dans la gestion de la crise de la pandémie lors de la première vague. Elle s'est amendée par la suite, bien sûr, avec son cabinet qui, je peux l'imaginer, était en panique, mais elle s'est amendée, mais c'était quand même lourd de sens qu'elle puisse le dire à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'était la question de la semaine dans l'infolettre de la REC vendredi dernier. On demandait l'opinion des gens à savoir si, selon eux, le gouvernement aurait commis de l'âgisme dans sa gestion de la crise. Parce qu'effectivement, on recevait beaucoup de commentaires de nos membres qui se sentaient vraiment infantilisés, surtout lors de la première vague. Tu sais, le fameux « envoyé à la maison », c'était un commentaire qui était particulièrement infantilisant. Puis il y a beaucoup de personnes aînées qui subissaient les contre-coups des mesures sanitaires, des aînés à domicile surtout, qui se demandaient pourquoi il y avait moins de droits qu'un adulte normal. Alors qu'on pourrait dire qu'eux-mêmes pouvaient juger ils ont le droit au risque, comme on dit, juger de leur santé. Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce qu'ils sont capables de suivre les mesures comme tout adulte qui va à l'épicerie? Est-ce qu'ils sont capables de le faire? Donc, c'est là où ils se sont sentis infantilisés. Dans les milieux collectifs, c'est une autre paire de manches. Là. Donc, c'est une situation qui est différente, qu'on doit contrôler parce que l'environnement est fermé. Mais une personne de 75 ans qui est à la maison, qui a une bonne autonomie, qui est en bonne santé,
ben, ils devaient être cloîtrés chez eux puis demander à quelqu'un de faire son épicerie. On interdisait même aux gens des RPA de prendre leur auto. On surveillait les stationnements. Oui, c'est vrai. Il y avait d'ailleurs, les coûts ont explosé des services j'allais dire des services de garde, mais des entreprises comme Garda au sein des CHSLD puis des résidences privées. Quand on regarde les coûts astronomiques que ça allait coûter de mettre des agents en poste pour empêcher les aînés de sortir ou les visiteurs de rentrer, c'est des drôles de choix de société qu'on a fait qui j'espère, on va re-questionner dans un futur approché pour éviter que ça se répète dans le futur. Parce qu'on a beau dire c'était une pandémie, on savait pas comment réagir, ben on peut peut-être apprendre des erreurs du passé. Puis c'est ce qu'il faut faire aussi. Oui. Oui. Donc ça, Mme Blais, c'est une aînée aussi. Elle a plus de 70 ans, donc elle doit être assez sensible quand même à toutes ces questions-là. Ben, justement, elle a démontré une autre sensibilité parce qu'il y a une semaine, il y a encore une fois, dans un CHSLD privé, il y a une femme qui a été retrouvée morte, donc nue dans ses excréments en contention, qui est quelque chose qui, pandémie ou pas, ne devrait jamais arriver. Mais l'horreur dans cette histoire-là, c'est que la Croix-Rouge avait déjà dénoncé la situation, puis visiblement, il n'y a rien qui a bougé. Donc, la ministre s'est montrée très fâchée. C'était une résidence privée? C'est un CHSLD privé, oui. Je ne me rappelle plus de la région, mais bref, la ministre s'est montrée très fâchée, très choquée parce qu'elle n'avait pas été mise au fait de la situation, alors que le ministère, normalement, aurait su ce qui s'est passé. Donc, à l'avenir, elle demande à être mis au courant de ces situations-là pour pouvoir agir. Mais c'est quand même étonnant qu'on trouve encore des situations comme ça. Il y avait eu aussi, il n'y a pas longtemps, un autre CHSLD, une autre résidence privée où il y avait une vingtaine de personnes qui avaient été laissées plus ou moins à l'abandon. Tu sais, on se dit, écoute, on n'apprend jamais. Qu'est-ce qui se passe? On ne se réveille pas. Ou même dans les privés, ils ne sont pas un peu à l'affût, sur leur garde. C'est quand même choquant. C'est très choquant. C'est difficile de ne pas devenir cynique dans la situation. Ça va faire presque 10 ans que je travaille dans le dossier de défense des droits des aînés, puis j'ai pas l'impression qu'on avance beaucoup dans des situations où on demande le minimum de dignité. T'sais, on ne demande pas, je sais pas, on demande pas la lune, là. Fait que des situations comme ça se produisent encore, ça n'a pas de bon sens, puis force, c'est de constater que ça se produit souvent plus dans des CHSLD privés. Puis le problème là-dedans, c'est surtout, encore une fois, puis ça a été démontré dans plusieurs enquêtes et plusieurs rapports, c'est le problème de communication. On a de la misère à savoir ce qui se passe dans ces milieux-là parce qu'ils ne font pas partie du réseau, qu'ils sont en marge du réseau. Donc, le réseau de la santé intervient lorsque la situation est au pire. Puis je l'ai vécu dans ce qu'on appelle une SWAT team, là, donc une équipe du réseau public qui s'en va intervenir quand une résidence privée pour aînés l'a échappé, puis qu'ils sont plus capables. Ça c'est plate parce que c'est souvent une situation de pratique organisationnelle, de pratique professionnelle, que le privé a peut-être pas toujours les capacités de gérer. Donc, c'est beau de vouloir offrir des belles places puis des grandes chambres, mais tu sais, moi j'ai vu des grandes chambres puis des personnes qui étaient littéralement alitées dans leur lit, qui bougeaient pas, qui sortaient pas, mais ils payaient chèrement pour une grande chambre plus grande que le studio dans lequel on est actuellement. Il y avait aussi une belle grande salle de bain avec une grande douche. Puis sais-tu à quoi ils servaient, les douches? Non. Ils servaient de placard à mettre des culottes d'incontinence. Ah bon? Parce que la madame n'avait pas l'autonomie nécessaire pour avoir accès à cette douche-là. La douche n'était pas adaptée. Donc, c'était fascinant. Je comprenais pas comment une personne pouvait payer jusqu'à 4 000, 5 000 $ par mois pour toute cette belle chose-là, alors que tout ce qu'elle a de besoin, c'est de services adéquats. Ouais, souvent, les enfants choisissent aussi le mieux. Ils se disent, maman ou papa, ils vont être bien. Là, il y a une grande chambre, une belle salle de bain, tout ça. T'sais. Ils ne sont pas toujours là pour constater. Non, puis on n'est pas toujours conscient non plus des besoins de la personne. C'est pas parce que mon père ou ma mère a une perte d'autonomie que je suis moi-même un spécialiste de la santé capable de reconnaître ses besoins. Exactement. Donc, ça peut être tentant d'aller dans une grande résidence qui offre Mère et Monde pour la sécurité, mais on se rend compte... Puis des fois, les gens se disent, je paye cher, donc je vais avoir des bons services. L'équation, elle se fait comme ça aussi. L'équation se fait comme ça, mais la madame qui était retrouvée nue, morte dans ses excréments, elle venait probablement payer son loyer de 4 à 5 000 $ avant que ça arrive, cette situation-là. Donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui empoche pendant le drame. Ça, c'est tragique. Ça me fâche au plus haut point. Avec raison, avec raison. En tout cas, je n'irai pas plus loin dans cet éditorial-là,
là. Ouais. Mais clairement qu'il y a de quoi faire. Puis justement, je pense que les États généraux qu'on veut organiser vont servir à accueillir des acteurs de tous les niveaux, de tous les milieux pour faire questionner finalement tous les intervenants de la société civile sur la question du vieillissement. Parce que ça fait des années qu'on a l'impression de travailler nous-mêmes dans notre chambre d'écho là, avec les aînés puis les experts. Mais on n'a jamais demandé l'avis aux fédérations des municipalités, on n'a jamais demandé l'avis aux syndicats, au patronat. Qu'est-ce qu'on doit faire au Québec pour répondre aux défis du vieillissement? Je pense que ça fait des années qu'on le demande au gouvernement. Puis quand tu dis tirer les leçons de la pandémie, ça va être une bonne occasion de le faire. Aussi, il y a des rapports quand même qui sont sortis. Là, la protectrice du citoyen, il y avait la commissaire à la santé, il y avait la coroner. Oui, il y en a en main des outils pour nous rappeler la réalité. La tablette est en train de péter à l'Assemblée nationale. Là, je veux dire, à force d'empiler des rapports tablettés, on les connaît les solutions, on connaît les problèmes, on connaît les solutions. Il va falloir agir. Mais là, c'est d'accueillir tout le monde, toute la société civile et les experts pour enfin trouver quelque chose. Dans un autre ordre d'idée... Oui. Est-ce qu'on a encore du temps? On a encore du temps, oui. OK. As-tu une mauvaise nouvelle ou une bonne? Tu sais, je sais pas, là, on vient de parler de Troisième Guerre mondiale. On peut peut-être en passer une bonne. On va en prendre une bonne. OK. Alors, les repas... c'est une bonne nouvelle. On va revoir les repas offerts dans les CHSLD. Le gouvernement vient de confier à l'Institut de l'hôtellerie du Québec le mandat de revoir l'offre alimentaire, la préparation des plats et leur présentation. Mais je t'arrête, tu te rappelleras Louise, que ça avait déjà été fait lorsque le Dr Barrette était ministre de la Santé. Il avait même confié ce mandat-là à l'Institut, puis il avait convoqué un repas avec les journalistes pour montrer comment c'était bon, les petits pois, puis voir ce qu'il y avait dans les assiettes et tout. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi après ça. Ah, non. Oui, c'est ça. Alors, cette fois-ci, la nouvelle directrice de l'Institut de l'hôtellerie, Lisa Frula, elle a dit qu'elle entend bien s'en mêler. Fait que, comme c'est une femme assez déterminée, j'imagine qu'elle va faire un peu le suivi de ça. Mais moi, en tout cas, ce que j'espère, c'est que ça va sonner le glas des pâtés chinois carrés. Te rappelles-tu l'année dernière dans les médias? On avait un horrible pâté chinois dans une assiette. Je me rappelle pas d'avoir vu ça. J'ai vu des choses, mais celle-là, je me rappelle pas. Oui, en tout cas. On espère que ça va... on aura plus ça, puis que les gens vont finir par manger parce que c'est un des seuls plaisirs qu'ils ont encore de manger, de bien manger. Puis, tu sais, l'apparence des repas, c'est souvent aussi important que le goût. Bien sûr, on le sait. Même pour nous, c'est important. Fait que c'est pour ça que, on se dit, oui, mais la personne n'est pas... Il faut qu'elle mange mou. Oui, mais il y a un moyen que le manger mou soit appétissant. Puis c'était ça le projet dans le méga spectacle médiatique. Je suis certaine que l'Institut de l'hôtellerie peut faire quelque chose de très bien aussi, là. Mais il faut que les moyens suivent. Il faut qu'il y ait, un suivi dans tout ça. Oui. Bon, excellent. Bon. Donc, on prendrait une courte pause, puis on serait rendu à parler avec Madame la Présidente, Madame Lise Lapointe, pour parler de ces fameux États généraux. Donc, on se dit à tantôt. OK, parfait.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'heure juste, l'émission de l'AREC sur les ondes de CKIA FM. Et on est avec nous Mme Lise Lapointe, présidente de l'AREC. Mme Lapointe, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Mme Lapointe. Oui, bonjour, Louise. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous pareillement? Oui, ça va bien. On est en retour en studio, là, donc c'est le fun. Oui, on est content de se voir. Ah, ben c'est agréable, oui. ça. C'est agréable, c'est ça. On a l'impression de renaître, hein? Oui, un peu quand même, oui. Oui. Donc, vous avez eu une semaine assez chargée la semaine dernière. Oui, effectivement, lundi dernier, nous avons eu une conférence de presse pour annoncer la tenue d'États généraux qui auront lieu le 3 mai à Québec. Alors, oui, c'est un événement spécial, première fois dans l'histoire des aînés d'avoir une journée pour parler des aînés et de leurs besoins. Puis, avant de continuer dans le sujet, ça, c'est né de la Coalition pour la dignité des aînés. Peut-être pour nos auditeurs et auditrices, nous rappeler c'est quoi, c'est qui, puis qu'est-ce que ça fait? Oui, alors effectivement, cette coalition-là, c'est l'ensemble de 6 associations représentant des aînés retraités ou pré-retraités pour la QDR. Alors, ces 6 associations travaillent ensemble depuis 2019, le début de la pandémie, et finalement, on a essayé de mettre en place des solutions pour que le gouvernement puisse faire en sorte que s'il adoptait les solutions que nous proposons à l'intérieur de 4 thèmes, 4 thèmes bien définis qui touchent la vie des aînés. On va parler de la santé, on a les finances, l'implication citoyenne et le droit des aînés. Alors, on couvre une bonne partie de ce que les aînés ont à vivre au quotidien ou mensuellement ou annuellement. Et ça nous a permis justement d'être en mesure, une fois, je dirais, atterré par tout ce qui se passait au niveau de la pandémie, et on s'est dit, il est l'heure de brasser les cartes et vraiment d'essayer de s'asseoir pour que le gouvernement puisse se mettre de la partie et essayer d'aller de l'avant pour retenir ces solutions qui feraient en sorte que les aînés se sentiraient mieux et respectés. L'AREC réclame depuis quelques mois auprès des élus aussi un grand chantier sur les aînés. Je sais qu'il y a des centaines de bénévoles de l'AREC qui rencontrent leurs députés à ce sujet-là. Comment ça s'inscrit, les États généraux, par rapport à la demande de chantier? Oui, alors nous avons, ça c'est le regroupement, c'est seulement pour l'Association des retraités de l'éducation et des autres services que je représente. Nous avons lancé l'automne dernier un grand chantier qui s'appelait Cap sur la dignité, et dans cette démarche-là, présentement, et même quelques mois avant les fêtes, les représentants de chaque secteur ont été invités à rencontrer leurs députés, justement là aussi pour leur parler de ce que vivaient les aînés. Alors, mais la coalition, elle, s'est inscrite plutôt dans des solutions tangibles, et elle veut vraiment là, que l'ensemble des intervenants, soit de la société civile ou encore des syndicats, de la population, des experts, des médecins, puissent s'attabler et regarder qu'est-ce que l'on peut suggérer au gouvernement. De toute façon, ils seront invités aussi à participer à cette journée-là pour faire en sorte que tout se passe mieux là, pour essayer de faire en sorte que la qualité de vie des aînés s'améliore. Ça fait longtemps que les aînés ont été laissés pour compte. Là, c'est pas nouveau. C'est pas juste dans le cadre de la pandémie. Antérieurement, on dénonçait beaucoup. On faisait aussi des interventions auprès des décideurs, donc la partie gouvernementale, pour leur dire, écoutez, il faut se soucier du vieillissement de la population. Il faut se soucier d'apporter des correctifs, soit dans les résidences pour personnes aînées ou encore à domicile. Mais bon, ça demeurait lettre morte. Alors cette fois-ci, on pense que on est peut-être au sortir de cette fameuse pandémie-là, qui a été catastrophique pour les aînés en passant. Alors, c'est pourquoi là, on instaure une journée de rencontre de différents représentants pour être en mesure justement de parfaire, de discuter, et peut-être d'ajouter d'autres solutions. C'est pas une fermeture de notre part. On en a 38, mais on pourrait justement soit les modifier ou les parfaire avec les acteurs ou les intervenants qui seront avec nous cette journée-là. Les États généraux, c'est pas la première fois qu'on en parle ou qu'on le demande. Je pense que ça a été réclamé bien avant.
Oui, ça a déjà été réclamé parce qu'on a fait une démarche auprès de la ministre des Aînés pour qu'elle puisse s'associer à nous et proposer justement que ce soit le gouvernement qui les tienne parce que dans le fond, ça touche toute la population, autant les personnes aînées parce que j'en parle depuis le début, mais autant les personnes qui sont plus jeunes, puis qui tantôt vieilliront. Alors ces gens-là sont aussi concernés par les modifications que le gouvernement pourrait apporter. Alors ça aurait été une belle occasion pour le gouvernement d'intervenir et de demander à la population en général qu'est-ce qu'ils souhaitaient, qu'est-ce qu'ils souhaitent pour les 10, 15 prochaines années, qu'est-ce qu'ils souhaitent pour leur avenir. Et en même temps, bien, ça aurait été, je pense, un moment idéal avec tout ce qui a pu faire en sorte que la pandémie ne soit moins évidente si jamais on en avait une autre à revivre, mais qu'on ait déjà instauré des moyens pour éviter des catastrophes comme on a connu. Alors, mais le fait finalement, bien là, le gouvernement n'a pas accédé à notre demande. Alors, c'est pourquoi nous, on s'est dit, sur notre propre base, comme représentants des aînés, on parle au nom des aînés, c'est pour les aînés. Alors, nous allons organiser ces États généraux. Une première dans l'histoire. Vous avez dit que vous aviez invité des représentants gouvernementaux. Est-ce que vous vous attendez à en avoir? Est-ce qu'ils seront là, vous pensez? Bien sûr. Alors, oui, on les tient justement à proximité de l'Assemblée nationale, justement pour leur permettre de se présenter lors de cette journée-là. Pour certains ministres et députés, ils vont recevoir des invitations plus particulières. Alors, on attend bien sûr une réponse très positive de leur part. Je pense que même une ministre s'est déjà invitée la semaine dernière. Oui, bien la semaine dernière en Chambre, on a entendu Mme Blais, la ministre des Aînés, dire je suis contente que ça s'organise et je serai de la partie. Alors ça, c'est un plus là pour nous. Déjà, elle nous assure de sa présence et souhaitons qu'on ait d'autres ministres comme le ministre de la Santé, le ministre le premier ministre en personne lui-même et encore le ministre des Finances pour être justement capable de voir quelles sont les solutions puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux autres de leur côté pour que justement à court, moyen terme, on veut pas attendre 2 ans, 5 ans, 10 ans, là, c'est à très court terme. Là, on parle d'une refondation du système de santé, mais on n'a jamais été interpellé, on n'a pas participé aux discussions. Alors cette fois-ci, on veut être de la mêlée, puis on veut vraiment là, être capable de partager avec eux ce qu'on souhaite avoir, puis qu'eux retournent à leurs affaires et que finalement ils disent oui, il faut accepter de faire des changements, d'apporter beaucoup de changements. Ce qui est intéressant dans l'approche des États généraux, c'est que ça sort un peu de la rhétorique des aînés malades ou des aînés en perte d'autonomie. Les États généraux, c'est pour les conditions de vie, de vieillissement, très largement, justement, comme vous l'avez dit tantôt, des finances, de la prévention, de la participation citoyenne aussi. Donc, dans les 38 solutions qui sont nommées, ça touche vraiment de manière globale la qualité de vie d'une personne aînée, pas juste une personne aînée qui est à la porte d'un CHSLD, par exemple. Ce qui est souvent la réponse gouvernementale quand on parle de répondre aux besoins des aînés. Le réflexe, c'est de mettre de l'argent dans les hôpitaux, mais c'est pas juste ça. Puis vous l'aviez dit très bien, je pense, en conférence de presse, le principe de mettre des soins à domicile pour justement éviter de tomber trop vite dans le système d'hébergement. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui, effectivement. Je te rejoins, Samuel, parce qu'effectivement, oui, on représente des aînés, mais les aînés qu'on représente là, ne sont pas tous en CHSLD, ne sont pas tous en perte d'autonomie. Ce sont des aînés, pour la plupart, qui sont indépendants financièrement, qui participent à certains loisirs, qui s'investissent ailleurs, soit comme proche aidant ou qui donnent beaucoup d'heures de bénévolat. Alors, ce sont des aînés actifs, ce sont des aînés qui sont capables encore de prendre des décisions puis de s'impliquer. Mais malheureusement, la société n'en tient pas compte. À partir d'un certain âge, on va dire elle est âgée, elle est trop vieille, mais c'est pour eux aussi qu'on veut parler aux États généraux parce que effectivement, la personne qui demeure à domicile, si elle devient moins capable de s'organiser ou d'accomplir certaines tâches dévolues à une résidence, bien là, à ce moment-là, faut lui offrir les services nécessaires pour qu'elle demeure le plus longtemps possible à la maison. Parce qu'on comprend que les RPA ou encore le CHSLD, il arrive un temps où là, la personne a tellement besoin d'aide qu'effectivement, c'est la possibilité qu'on lui offre de se retrouver dans un centre d'hébergement. Mais avant ça, il y a toute une strate d'âge qui permet justement aux personnes
de continuer de vivre, puis d'être indépendants, puis de se soucier de leur santé en accomplissant des sports, des voyages, de la lecture. Alors, ce sont des aînés fort occupés là, pour la plupart, mais en même temps, il faut s'assurer qu'ils ont tout ce qui est possible autour d'eux pour continuer de s'épanouir dans la société. Ben justement, sur la participation citoyenne, qui est un des volets là, des États généraux, il y a beaucoup quand même de retraités qui sont actifs, qui sont des bénévoles, font du bénévolat, d'autres qui sont impliqués dans leurs associations. Il y en a beaucoup à la REC aussi. Est-ce qu'il y a vous semble qu'il y a un déficit concernant la participation citoyenne chez les aînés? Est-ce que oui, parce que la plupart des aînés là, comme je vous disais un petit peu plus tôt, on ne les consulte pas, on ne leur demande pas de s'investir dans les décisions de leur municipalité, de leur paroisse. Elles vont être bénévoles pour accomplir certaines tâches là au niveau du bénévolat, puis c'est plus de 50% des gens qui en font du bénévolat selon certaines statistiques qu'on a déjà eues. Et en même temps, elles vont aussi souvent être très proches de leurs enfants, de leurs petits-enfants pour les accompagner, leur offrir des cours ou encore faire du gardiennage, dépanner. Alors, les aînés, là, vous comprendrez bien qu'ils sont utiles dans la société et faut leur donner toute la place qu'ils ont puis qu'ils réclament parce qu'effectivement, là, dans le cadre de la pandémie, on a été confinés à la maison, on ne pouvait plus sortir, on nous a qualifiés de personnes âgées, de personnes vieillissantes qui devaient se protéger plus que se protéger qu'assez à outrance. Alors, c'est pas ça, ce régime de vie-là qu'on veut continuer d'avoir pour nos aînés. On veut vraiment là, faire partie de la société, s'impliquer, puis être des décisions. Il y a une piste de solution que je trouve super intéressante dans le document qui est proposé par la coalition, dans le concept de la participation citoyenne, c'est la représentation des aînés dans la culture populaire ou dans les arts, dans la télé. Il y a eu un temps où, pour lutter contre le racisme ou l'homophobie, on s'est servi beaucoup des arts, de la culture et du cinéma pour donner des représentations fortes pour que des gens puissent s'identifier à ces personnages-là dans le respect, etc. On l'a jamais fait encore pour lutter contre l'âgisme. Puis il y a beaucoup d'acteurs et actrices qui ont dénoncé la situation où ils n'ont plus de contrat après un certain âge. Il n'y a plus de place pour une actrice aînée. Ils n'ont plus de contrat après 38 ans, à peu près. Oui, exactement. C'est quasiment ça. Donc, on favorise l'âgisme là-dedans. Est-ce que nous, on demande qu'on favorise justement les projets culturels qui donnent la place aux personnes aînées, la place qui leur est due, pour justement donner une représentation juste des aînés qui ne sont pas nécessairement grabataires là, et inutiles à la société. Au contraire, ils apportent beaucoup. C'est eux qui consomment le plus d'art et de culture, ironiquement encore, dans la société. Lorsqu'on va dans les théâtres, la moyenne d'âge est assez âgée. Donc, c'est une solution qui peut être peu coûteuse, mais ça prend un leadership politique pour faire ça. Et c'est ça prend une volonté de les garder actifs. Si on les met au rencard, puis on l'entend souvent de la part des artistes, dénoncer ce phénomène-là qu'ils vivent à partir d'un certain âge, bien, on leur dit, on leur dit pas, mais on leur fait sentir, puis on ne leur donne pas de contrat. Alors, les personnes subissent aussi justement beaucoup plus de pauvreté parce que en ayant peu de travail ou pas de travail du tout, bien, vous comprendrez que c'est néfaste pour eux aussi. Alors qu'effectivement, on pourrait les mettre en évidence, puis on pourrait continuer de les utiliser parce que ce sont des gens de qualité, des gens qui ont eu des carrières, je dirais, exceptionnelles, mais il arrive un temps où là, de par l'âge, on leur dit, ben, écoutez, on va céder la place à des plus jeunes. Alors, c'en est un exemple frappant, ce qu'on vit dans la société. Même chose quand vient le temps, par exemple, de s'impliquer dans une paroisse ou encore de s'impliquer ailleurs, et là, on va choisir des plus jeunes. Là, maintenant, oui, on fait appel aux personnes aînées pour occuper certaines tâches ou prendre la place de certaines personnes parce qu'on manque de personnel un peu partout. Là, on commence à faire appel aux personnes plus âgées, mais c'est encore là, c'est un défaut parce que n'eût été du manque de personnel ou du surplus de personnel qu'on aurait, jamais qu'on aurait cru que les aînés pourraient être appelés par des primes ou d'autres moyens financiers de les ramener dans certains milieux, là, entre autres dans l'éducation, dans la santé, etc. Je nomme ces deux-là, mais il y en a beaucoup plus que ça aussi, où on fait appel maintenant aux personnes retraitées et on va tenter de les garder le plus longtemps possible au travail. Ça, c'est un phénomène là, qu'on va vivre dans les prochaines années. Alors peut-être que ça passe par là.
si on est sur le marché du travail, si on collabore, puis si on est intéressant là, puis on devrait l'être un peu partout dans toutes les couches de la société. Oui, tout à fait. Il y a une chose qui m'a intriguée en lisant le document pour les actes qui s'en viennent, les États généraux, je dois dire. En matière de défense des droits, la coalition propose la création d'une fonction de protecteur des aînés. Il y a déjà un protecteur du citoyen. Qu'est-ce qu'un protecteur des aînés là, va ajouter en matière de défense des droits? En quoi cela est nécessaire? Mais ce serait la personne idéale à qui on pourrait s'adresser lorsqu'on a une plainte ou qu'on soulève quelque chose d'incorrect. On n'en a pas à l'heure actuelle. Le protecteur du citoyen, il touche l'ensemble des plaintes ou l'ensemble des commandes qu'on peut lui passer, alors que si on avait un propre protecteur pour nous, les aînés, mais ce serait comme une filière directe pour accéder à plus là, que ce qu'on a aujourd'hui. Alors ça, on le réclame à grand cri parce que effectivement, d'avoir quelqu'un, une personne ou un organisme qui nous permettrait justement d'être écouté, que cette personne-là puisse prendre en considération ce qu'on lui soulève et être en mesure d'apporter ou de suggérer des correctifs, mais ce serait déjà un plus. Présentement, on n'en a pas. Là. Il faut s'adresser au protecteur du citoyen, mais en même temps, je veux pas le déprécier parce que c'est intéressant d'avoir un protecteur du citoyen, mais on veut vraiment quelque chose pour nous, les aînés. Ça prend quelque chose ça prend quelque chose avec du mordant aussi, puis je pense que c'est ça qui est proposé dans la solution, c'est qu'en enchâssant ce fameux protecteur des aînés-là dans la Commission des droits de la personne, ça lui donne un pouvoir d'enquête d'une part, mais ça lui donne aussi un pouvoir de poursuite, ce que n'a pas le protecteur du citoyen. Tout ce que le protecteur du citoyen, c'est faire un rapport finalement, puis espérer que tout aille pour le mieux. Donc, la Commission des droits de la personne, normalement, peut répondre à des problèmes liés aux personnes aînées. C'est juste que les demandes sont de plus en plus nombreuses et la Commission a de moins en moins de capacité de les gérer. Et ça demande une certaine forme de spécialisation à cause des problématiques de hausse de loyer, de maltraitance en CHSLD, tout ça. Donc, je pense que ça serait de bon augure que de faire en sorte qu'il y ait une expertise qui se crée au sein de la commission, spécifiquement pour agir dans le dossier des aînés. Il ne s'agit pas d'avoir comme une DPJ des aînés, mais d'avoir une spécialisation. Est-ce qu'on sait s'il y a beaucoup de plaintes qui sont déposées par les aînés auprès du protecteur du citoyen? Pas beaucoup parce que la démarche est lourde. Hein? Les aînés, là, ce sont pas des personnes habilitées à remplir de grands formulaires. Ce sont pas des personnes qui pour plusieurs, elles vont craindre aussi. Si jamais je m'adresse au protecteur du citoyen, je place une plainte ou je demande quelque chose, ben la peur d'être, je veux dire, utiliser un mot, taxé parce que si je peux en subir les contre-coups. Alors, dans les résidences pour personnes aînées, on l'a essayé une fois, on leur a dit, ceux qui ont des demandes excessives d'augmentation par rapport au logement, vous pouvez vous adresser, mais finalement, ça n'a pas donné le succès escompté, là, parce que ils ne veulent pas, hein, ils ne veulent pas déplaire, ils ne veulent pas non plus se placer en situation là, d'interrogatoire. Alors, non, je peux pas dire, souvent, ces plaintes-là, ils vont s'adresser à peut-être à un membre de la famille, mais ça va pas plus loin que ça. Là. Je vous dirais pas que c'est pas des gens qui sont plaignards, je vais le dire comme ça. C'est vu aussi comme des démarches compliquées aussi. C'est pas nécessairement vu comme quelque chose de très facile. C'est pas un petit coup de fil qu'on donne puis ça finit là, tu sais. Alors, non, c'est ça. Puis c'est ça. Ils préfèrent subir des fois, à plusieurs occasions, de la maltraitance. C'est un peu la loi de l'omerta aussi. Hein? Donc finalement, les gens, je vous dirais pas que c'est utilisé. Là. Les gens craignent ce processus-là. Si on revient aux États généraux, on en parle, mais est-ce qu'on peut mieux définir c'est quoi? Est-ce que dans le passé, il y en a eu des États généraux? Sur quel sujet ça a-tu fait quelque chose? Bon, il y en a déjà eu sur l'éducation. Ça date déjà de plusieurs années, mais effectivement, ça l'avait amené une réforme importante au niveau de l'éducation. Alors, c'est ce qu'on souhaite, nous aussi, hein, c'est vraiment être en mesure d'avoir, comme je disais tout à l'heure, des actions qui sont posées, puis que le gouvernement se mette en situation d'agir. Oui, si on relevait tout ce qui a été décidé à la suite des États généraux de l'éducation, je pense qu'on serait drôlement épaté. C'est l'occasion unique de permettre à la population de s'exprimer sur ce qu'elles ont comme souhait et à partir de ça, découlent nécessairement des recommandations ou des choses qui sont mises de l'avant pour que les aînés soient dignes de vivre puis de le vivre dans la dignité, justement.
Et je pense que c'est important de souligner qu'en raison des mesures sanitaires, la journée des États généraux peut pas accueillir une foule de gens. Donc, ce qui limite, dans le fond, l'organisation aux invitations. Donc, on doit inviter certaines personnes, je pense une centaine. Oui, effectivement, là, nous sommes contraints dans le respect des mesures et on a voulu aussi en même temps être capable puis être certain d'être en mesure de les réaliser. Alors, c'est pourquoi, là, avec l'hôtel où on sera pour cette journée-là, la capacité d'accueillir va être limitée à 125. C'est sûr qu'on déplaît à plein de gens. Moi-même, dans mes courses en fin de semaine, j'ai été interpellée. Comment je fais pour m'inscrire? Je voudrais participer. Malheureusement. Par contre, on aura l'occasion, puis on va investir aussi dans la diffusion sur écran. Donc, les gens vont être capables de nous suivre à la maison ou peu importe à leur lieu de travail si jamais ils ont du temps. Donc, on va trouver un moyen pour que l'ensemble de la population intéressée par ces états généraux-là puisse, bien sûr, ne pas être en direct présent sur place, mais au moins être capable là, d'avoir le contenu et de suivre les discussions qui auront cours. Alors, c'est le meilleur. C'est sûr que, je vais vous dire, puis je disais hier, écoutez, si on avait eu la capacité puis qu'on ouvrait pour 1000 personnes, on aurait sûrement 1000 personnes qui participeraient. J'en suis convaincue, là. On reçoit des courriels, les gens nous disent, je veux m'inscrire, pourquoi je ne pourrais pas? Alors, mais on est limité maintenant, mais en même temps, on ne voulait pas manquer l'occasion d'être capable, au sortir presque de la pandémie, de se dire, c'est l'heure de placer et de se mettre en situation de permettre au gouvernement d'agir et de retenir ou de discuter avec nous de certaines solutions. Suivra, bien sûr, si jamais le gouvernement restait passif, parce que c'est possible, hein? On espère beaucoup, on est très optimiste parce qu'il y apporte des changements, mais il y a que la campagne électorale qui va arriver ou qui va être à peine qui va débuter quelques semaines après. Donc, on comprend qu'on ne lâchera pas le morceau. Là. Nous, on veut vraiment que ce soit l'année ou les années qui viennent soient consacrées au bien-être des aînés. En tout cas, ça s'inscrit un peu dans l'air du temps parce que le chantier demandé, les États généraux qui s'en viennent. Il y a aussi la Ville de Québec qui organise un sommet des aînés. Je pense que la REC va y participer aussi. Mais ça, la Ville de Québec, c'est pour leur ville même. Ce que je sais, moi, je n'ai pas participé dans l'élaboration de ce projet-là, mais peut-être que Samuel en sait un petit peu plus que moi. Mais effectivement, vous voyez déjà que la ville, cette grande ville-là, la capitale, se place en situation de travailler avec les aînés ou d'avoir une journée aussi, une journée sommet qu'on appelle pour justement permettre à leur personne de s'exprimer puis d'apporter les correctifs, si ce n'est que le transport en commun, si ce n'est que les loisirs accessibles avec des immeubles où sont adéquats pour les personnes qui ont des handicaps. Alors, c'est ça, c'est sûrement dans cet objectif-là là, qu'on va tenir cette journée-là en avril dans la Ville de Québec. Effectivement, si je peux faire du pouce sur ce que vous venez de dire, Mme Lapointe, je suis en contact avec la personne organisatrice de cet événement-là, Marie-Pierre Boucher, conseillère à l'Hôtel de Ville. Puis, j'ai manifesté l'intérêt de la REC d'y participer. C'est juste c'est surtout une invitation de participation citoyenne. Donc, on peut avoir, par exemple, des membres de la REC de la région qui pourront y aller parce que ça va toucher effectivement des enjeux municipaux. L'organisation du territoire, l'organisation des activités, le déneigement, par exemple, comment faciliter l'autonomie des personnes dans la ville pour s'assurer de leur participation citoyenne, etc. Donc, très intéressant, honnêtement, comme mesure. Chaque ville devrait organiser un tel événement pour être à l'écoute des besoins des aînés. Mais une fois que c'est dit, dans l'air du temps, c'est vraiment intéressant de voir que ça à l'échelle municipale, ça produit pratiquement au même moment que les États généraux d'un point de vue national. C'est de bon augure de se dire que la société a enfin le goût de s'organiser pour répondre aux défis du vieillissement. En tout cas, c'est positif, je crois. Là. On pourra se servir de l'un et de l'autre. Puis les municipalités vont être invitées aux États généraux aussi. Ouais, tout ce qui met en lumière... Tout ce qui met en lumière les problèmes des personnes aînées, ça se renforce l'un l'autre. Là. Exactement. Plus on va parler de nos problèmes sur la place publique, bien, plus
plus on a de chances, justement, qu'on finisse par avoir quelque chose qui est intéressant pour les aînés. Puis, il y avait un urbaniste qui avait dit à un moment donné, quelque chose qui m'avait bien marqué, c'est que quand on conçoit une municipalité pour faciliter la vie d'un aîné avec une marchette, on facilite aussi la vie d'une maman avec une poussette. Oui. Donc, c'est de faciliter la vie vraiment à la personne la plus vulnérable. Ça fait en sorte que ça facilite la vie de tout le monde. Puis ça, je l'ai vécu dans certains voyages que j'ai faits, comme en Corée du Sud ou au Japon, où la société, on voit qu'ils se sont organisés de manière à faciliter la vie à la personne qui a le plus de misère possible. Ce qui fait qu'un touriste peut facilement se déplacer, se retrouver comme une personne handicapée, une personne en perte d'autonomie. Donc, plus on facilite la vie des gens, tout le monde y gagne. Là. Et effectivement, de ton exemple, Samuel, on pourrait dire la jeune maman qui a la poussette peut accompagner sa mère à une activité culturelle, à une activité quelconque organisée. Alors, si tu lui facilites l'accès parce qu'elle a un jeune bébé, bien, la mère peut en profiter ou la grand-mère peut en profiter. Donc, c'est à suivre. Les États généraux, c'est le 3 mai. Comme on a dit, ça va être diffusé en direct. Là, on va vous donner les moyens de les visionner. Puis, par la suite, je crois qu'on s'enligne vers une déclaration commune. C'est le but ultime de la journée. Oui, à la fin de l'après-midi, normalement, on va inviter les gens participants à poser leur signature pour certifier qu'effectivement, oui, ils adhèrent aux propositions, aux discussions qui ont été faites pendant la journée. Et on pourrait aussi l'étendre, bien sûr, aux organismes qui seront à l'extérieur, dans leur résidence ou dans leur bureau, pour justement venir appuyer aussi la déclaration commune. Alors, essayer d'avoir le plus de gens possible qui adhèrent aux solutions qui seront retenues cette journée-là. Mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment là, que le gouvernement puisse y participer et en même temps, puis je le répète, se mettre en action. C'est plus qu'urgent de le faire. Dans 15 ans, la population vieillissante va être encore plus élevée qu'elle l'est aujourd'hui. Alors, si on retarde trop, là, c'est malheureux, mais effectivement, il faut que le gouvernement soit saisi et agisse le plus vite possible parce qu'on est en grand besoin là, par rapport aux difficultés générées par toutes sortes de contraintes et de non-volonté du gouvernement dans les années antérieures d'avoir pu placer les aînés dans sa liste de priorités. Bien, merci infiniment, Mme Lapointe, pour votre temps et pour l'énergie que vous mettez dans cette coalition et la défense des droits. Merci beaucoup. Oui, effectivement. Bien, on souhaite un succès. Vous savez, on est là pour représenter les aînés. Je disais tout à l'heure, mais c'est un travail fait par des représentants, mais c'est vraiment pour les personnes qu'on représente. Et à la coalition, on représente au-delà de 150 000 personnes. C'est pas peu dire. Alors, vous comprendrez bien que on se croise les doigts, puis on espère beaucoup, puis on va rester optimiste, mais je vous dis, on ne lâchera pas la partie. Là. Il est plus que là que le gouvernement prenne en compte que la société est composée d'aînés qui sont en grand besoin et qui méritent de vivre dignement. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Donc, on va prendre une courte pause et on va revenir avec Laurier Caron qui va venir nous parler du fameux sondage sur la relève. À tantôt.
Ah, le doux son de la pluie ou du feu, je sais pas c'était quoi. Donc, vous êtes toujours à l'écoute de l'heure juste, l'émission de l'AREC sur les ondes de CKIA FM. Et on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Laurier Caron, illustre conseiller qui refuse de prendre sa retraite. Laurier, ça va bien? Très bien. Bonjour, Laurier. Oui, bonjour. Donc, Laurier, on t'a donné une grosse mission, là, il y a plus d'un an, je pense, qui est de favoriser la relève de l'AREC, la relève bénévole. Et ça a commencé par un gros sondage. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment que ça s'est produit, comment ça s'est fait, dans quel contexte ce fameux sondage? Ben, écoutez, c'est la première fois, je crois, que l'AREC fait un sondage aussi important auprès de ses nouveaux membres. Il y a déjà eu des sondages, mais là on a pris le temps de le faire avec un plus grand nombre de membres. Il y a eu 2400 membres de l'AREC qui ont pris leur retraite entre 2015 puis 2021, qui ont répondu au sondage envoyé par courriel. Ça, c'est 30% des personnes contactées, ce qui est excellent. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier pour ceux et celles qui seraient à l'écoute. Puis, ce genre de sondage pourra se refaire dans les prochaines années. Parce que là, on a un format, on pourra l'ajuster un peu, mais donc on a fait ce sondage pour connaître un petit peu plus comment s'est vécu le passage à la retraite, leur nouvelle vie de personnes retraitées, puis en même temps à savoir s'ils participent ou non aux activités de l'AREC. Donc, c'était les deux principaux volets là, qu'on a abordés dans le sondage. Je trouve ça intéressant que tu dises ça, qu'on devrait leur faire sur une base ponctuelle à chaque temps d'année, parce que les goûts changent, les intérêts changent. On a une génération de gens qui ont trippé sur Michel Louvain, mais j'imagine que ceux que tu as sondés récemment, ils trippent peut-être un peu plus sur les Rolling Stones. Exactement, tout comme moi. Donc, je suis content de voir que la réponse est assez impressionnante. Là. On parle d'un échantillonnage assez représentatif. Une fois qu'on a recueilli les données, qu'est-ce qu'on en retire, Laurier? C'est quoi les grandes lignes? Est-ce que tu peux nous en parler? Les grandes lignes, je vais y aller rapidement parce que je sais que le temps est court. D'abord, au niveau de la prise de retraite, ce qu'on constate, c'est que la très grande majorité était contente de prendre leur retraite. Ils étaient prêts à le faire, mais il s'en trouve quand même près de 40% qui étaient épuisés au moment de leur prise de retraite. Ce qui fait que la majorité d'entre eux, ils se sont reposés, ils ont pris soin de leurs conditions physiques les premières années de retraite. Puis, un bon nombre aussi, près de la moitié, ont aussi pris soin de des membres de leur famille ou de proches et continuent de le faire. Il y en a plusieurs qui ont rénové, qui ont fait des activités extérieures, qui ont gardé leurs petits-enfants, fait du bénévolat, voyagé, développé de nouvelles occupations, lu beaucoup et fait quelques contrats de travail. Somme toute, ces gens-là, qui sont des nouveaux membres de l'AREC, ont été occupés et ils le demeurent. Puis leur priorité à la retraite, bien, on leur a posé la question, c'est l'activité physique, c'est la famille, les voyages, quand ce sera davantage possible, la lecture. Puis comme préoccupation aussi, ils ont comme principale préoccupation d'avoir une bonne santé, aussi pour leurs proches, que la santé de leurs proches soit bonne, protéger leur pouvoir d'achat. Aussi, ils sont très préoccupés par les changements climatiques et par la condition des personnes aînées en général. Donc, c'est des préoccupations qu'ils ont. Donc, et que l'on partage, absolument. As-tu l'impression que le contexte humain, par exemple, la santé, tout ça, prend de plus en plus d'importance par rapport au capital financier? C'est en termes de réponse, c'est ce qui ressortait en premier. Okay. Donc, la santé, leur santé et la santé de leurs proches. Après, suivait la protection du pouvoir d'achat et avoir suffisamment d'argent pour vivre. Là. Mais c'était vraiment plus la santé, leurs conditions qui prenaient la première importance. Puis, bien, c'est ça, on les a aussi interrogés sur leur participation à l'AREC. Là-dessus, il y a un grand défi, hein, parce que les 70 ans et moins à l'AREC, c'est 15 000 membres, c'est le quart des membres, mais ils ne participent pas dans cette même proportion aux activités de l'association. Donc, il faut trouver des façons de mieux les rejoindre, de mieux les intéresser. Donc, on leur a demandé s'ils participaient, puis qu'est-ce qui ferait qu'ils participeraient davantage. Au niveau de la participation, bien, c'est à peu près une personne sur deux
qui a participé à au moins une activité depuis qu'ils ont pris leur retraite, généralement l'activité d'accueil. Certains sont revenus à d'autres activités, d'autres pas. Il faut dire qu'il y a eu la pandémie dans cette période-là, donc presque 2 ans où les activités ont été réduites. Il y en a plusieurs qui auraient aimé participer davantage, mais qui n'ont pas pu le faire en raison de la pandémie. Puis, s'ils n'ont pas participé davantage, c'est aussi par manque de temps, parce que, comme je le disais, ils sont beaucoup occupés, manque d'intérêt ou manque d'informations sur les activités. Donc, il faut trouver une façon de les informer davantage. Puis, plusieurs ajoutent aussi que leur besoin de rencontrer des gens est répondu autrement. Donc, ils sentent peut-être moins le besoin de participer aux activités parce qu'ils ont leur réseau d'amis ou familiaux. Donc, il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Puis, on leur a demandé qu'est-ce qui ferait qu'ils participeraient davantage. Puis là-dessus, les gens ont répondu, grosso modo, qu'ils participeraient davantage si leurs intérêts et leurs besoins étaient rejoints et s'ils pouvaient y rencontrer d'anciens collègues. De ce côté-là, il y a aussi un défi parce que parfois, ils se sentent un peu isolés quand ils participent à une activité parce qu'ils ne connaissent pas d'autres gens. Donc, il faut trouver une façon de rejoindre davantage d'anciens membres de la CSU qui sont devenus membres de la REC. Puis, il y a un dernier volet que je voudrais souligner, c'est sur leur implication. On leur a demandé voir s'ils avaient été approchés pour prendre des responsabilités au sein de la REC. Là-dessus, c'est à peu près 1 personne sur 7 parmi les gens qui ont répondu qui avaient été approchés. Puis un peu moins de la moitié ont accepté. Des gens qui avaient été approchés. Les autres ont refusé. Puis plusieurs ont indiqué qu'ils accepteraient de prendre des responsabilités. Et là, je vous demande de bien écouter. Si la tâche était précise et limitée dans le temps. Donc, ils ne veulent pas prendre d'engagement à long terme, puis sans trop savoir qu'est-ce que ça va comporter. Mais si on leur demande de faire des choses plus ponctuelles, des tâches plus précises, là, ils pourraient avoir de l'intérêt. Donc, là-dessus, il va peut-être falloir proposer des choses un peu plus précises, puis sur des durées moins longues. Mais justement, Laurier, en 1 minute, une fois qu'on a recueilli ces données-là, c'est quoi la démarche à suivre dans les prochains mois? Bon, ce qui est prévu, c'est de produire 2 guides. Un guide pour les secteurs qui ont la responsabilité d'accueillir ces gens-là, puis donc pour les aider à améliorer l'accueil, puis peut-être développer les activités qui rejoignent davantage ces nouveaux membres. Puis un guide pour les bénévoles. Donc, pour toute personne qui veut s'engager, continuer à s'engager au sein de l'association, des informations de base qui seraient importantes pour amorcer un engagement et le maintenir selon ses goûts. Puis, je voulais aussi ajouter pour vous qu'il y a une très grande majorité de gens qui souhaitent recevoir de l'information sur la REC, sur les dossiers qu'elle pilote et ses activités. Donc, il faut continuer l'émission Leur Jeu et tous les autres moyens de communication parce qu'il y a de l'intérêt. Puis, moi, j'ai trouvé dans les commentaires, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui ont été exprimés en dehors des réponses aux questions, que les gens avaient une vision très positive de la REC, même s'ils s'y impliquent pas davantage, mais ils ont une vision très positive de la REC et de ce qu'elle fait. Donc, il faut poursuivre. Bon, on va continuer à faire une belle job. Laurier, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce sondage-là. On va s'en reparler justement quand les guides vont arriver. Puis d'ici là, on te souhaite un bon travail, une bonne journée, puis une bonne pré-retraite. Une autre fois. Oui. Okay. Merci, Laurier. Au revoir. Au plaisir. Au revoir. Et nous, on s'est dit dans 2 semaines, Louise. Dans 2 semaines, en studio encore, j'espère, oui. à moins qu'un variant arrive pour détruire nos vies. Il n'y en aura pas. Ça va bien. Donc, merci tout le monde de votre écoute. À la prochaine. Bye bye.